Ceci est un livre audio autogénéré par Google. On ne devient pas instituteur spécialisé par hasard. On ne devient pas instituteur spécialisé par hasard, ou si certains d'entre nous le croient, je pense qu'ils se trompent. Pour ma part, je dois mon métier à la maladresse d'un jeune maître d'école, muté à sa demande à Casablanca où le soleil, les hibiscus en fleurs et le parfum des lauriers roses palliaient largement la nostalgie de sa Picardie natale. Cet homme était un enseignant qui ne supportait pas les enfants en difficulté. Je me souviens bien de lui. Il a marqué ma vie scolaire d'une pierre noire que je me suis efforcé de rendre blanche comme la couleur de sa blouse. Il s'appelait Monsieur Lapon, et détestait les élèves qui n'apprenaient pas. Longtemps, je me suis interrogé sur les raisons qui motivaient cet homme à humilier la petite fille vive et originale que j'étais. Originale, là était mon travers et cet homme n'aimait pas les enfants différents. Une fois, las de ces punitions répétitives que mon père furieux doublait, il me vint cette pensée. Il doit bien exister des maîtresses pour les derniers de la classe et s'il n'y en a pas, j'inventerai ce métier. Je deviendrai la maîtresse des derniers de la classe. Ainsi, Monsieur Lapon, devenu certainement avec les années un collègue, a semé chez l'enfant en souffrance que j'étais une vocation qui ne me quitte guère depuis près de 25 ans. Comme beaucoup de métiers qui exigent un certain don de soi, il faut, je crois, à un moment de son parcours professionnel, prendre du recul et s'éloigner un peu pour mieux y revenir. C'est dans cet état d'esprit que je pris un congé de formation pour réfléchir sur ma pratique et m'éloigner un peu du terrain qui menaçait de m'enliser. Je m'inscrivis donc, avec la bénédiction de l'Éducation nationale, à l'Université de la Sorbonne en sciences de l'éducation. Là, d'éminents professeurs m'aidèrent à donner à mes expériences passées la réflexion que j'attendais. L'un d'eux, intrigué quelque peu par la passion que je manifestais lors de mes recherches sur l'enfant intelligent qui n'apprenait pas, m'adressa à un de ses confrères qui venait d'écrire un ouvrage dont on parlait beaucoup en sciences humaines. C'est ainsi que je rencontrai pour la première fois Serge Boimard au Centre Claude Bernard à Paris, où il était le directeur pédagogique et où il mettait en pratique depuis de longues années une démarche psychopédagogique auprès d'enfants et d'adolescents qui avaient pour point commun de refuser avec force les apprentissages scolaires. J'arrivais un peu en avance. J'avais cherché longtemps pourtant. L'épicier d'en face m'avait renseigné quelque peu à sa façon. Oui, j'étais bien devant le Centre Claude Bernard. Je sonnais et entrais dans une petite cour pavée et fleurie comme il n'en existe qu'à Paris. Je donnai mon nom à la secrétaire, en lui demandant avec un peu d'appréhension si elle avait bien noté mon rendez-vous avec Claude Boimard. Elle sourit, rectifia le prénom et me demanda d'attendre. Lapsus linguae, point ils en avaient l'habitude ici. Les enfants assez jeunes passaient et repassaient devant moi. Il régnait ici une atmosphère un peu étrange à laquelle je n'étais pas habituée. Les fantasmes et la réalité sont souvent différents. Un grand monsieur, simple et empathique, s'approcha de moi et me tendit en se présentant une franche poignée de main. Mon premier entretien avec Serge Boimard commença dans son bureau à Paris, près de la place Monge. Rencontre avec Serge Boimard. C'est le que je connaissais de Serge Boimard était assez succinct. J'avais lu son livre avec beaucoup d'intérêt, comme bien d'autres personnes du milieu professionnel auquel j'appartenais, mais l'ouvrage avait retenu mon attention d'une façon particulière. Cela, je ne l'oubliais pas. J'avais travaillé ces dernières années sur beaucoup de livres ouverts au secteur de l'enseignement spécialisé, mais aucun n'avait éveillé en moi cette curiosité. L'enfant et la peur d'apprendre m'avaient tenu en haleine jusqu'à ces dernières pages, à la façon d'un roman policier. C'était la première fois que cela m'arrivait avec un livre professionnel. Ce ressenti, je le connaissais pour l'avoir souvent vécu en littérature car j'étais féru de lecture depuis l'enfance. Jamais pourtant un ouvrage spécialisé n'avait échappé à mon surligneur. Cette fois-ci c'était le cas. Le livre était vivant, porteur d'un nouveau concept applicable auprès des enfants avec lesquels je travaillais. C'était émouvant car depuis Célestin Freinet, je n'avais plus ressenti cela. Comment faisait donc Serge Boimard pour m'avoir donné envie si vite de pratiquer dans mon univers professionnel la médiation culturelle? Peut-être parce que je le percevais comme un pédagogue qui s'adressait à d'autres pédagogues,
même s'il s'appuyait sur des concepts psychologiques ou psychanalytiques pour expliquer les difficultés des enfants. Je comprenais bien que cela pouvait créer de la confusion auprès des enseignants qui étaient dans le circuit ordinaire et qui avaient tendance à repousser ces idées pour cela. Pourtant, lorsque je le rencontrai dans son bureau près de la place Monge, il m'expliqua qu'il avait besoin de la psychanalyse et de la psychologie pour aborder cette peur d'apprendre, mais que sa démarche restait toujours une démarche pédagogique. Par ailleurs, j'étais curieuse d'apprendre quand et comment la médiation culturelle avait pris valeur de concept pour lui. Dès le début, me confia-t-il, dès mes premiers pas dans l'enseignement spécialisé. Ses élèves étaient particulièrement destructeurs, et il s'était senti très vite contraint d'exercer son métier autrement que ses maîtres le lui avaient appris. Il lui fallait trouver quelque chose de fort sur lequel il pouvait s'appuyer, afin de redonner un peu d'unité au groupe, et de permettre aux enfants qui lui étaient confiés de se réconcilier avec le cadre scolaire. La médiation culturelle lui permettait d'atteindre cette réconciliation. À l'université, et plus particulièrement en sciences de l'éducation, nous parlions d'une lettre que Françoise Dolto avait adressée aux psychopédagogues. A priori, elle n'avait pas apprécié le concept de la médiation culturelle. Cela m'intéressa de très près, car Madame Dolto était pour moi un référent incontournable dans l'univers de la petite enfance. Serge Boimard eut l'honnêteté de m'éclairer sur les critiques de la psychanalyste. C'était à la fin de sa vie. Elle était très malade et n'avait pu assister à un colloque auquel Serge Boimard participait. Elle avait écrit un commentaire sur la base d'un article qu'il avait publié dans les Cahiers de Beaumont. Dans ce commentaire, elle y écrivait qu'elle souhaitait que l'on respecte davantage les enfants et leur temps d'apprentissage. Elle affirmait avec force que le psychopédagogue était un instituteur qui enfonçait le clou du côté des apprentissages, et qu'avec cette façon de lire des histoires aux enfants, d'essayer de représenter leurs inquiétudes et de s'appuyer là-dessus pour aller vers l'apprentissage de la lecture, il faisait du forcing pédagogique. Elle rajoutait, et la phrase est restée célèbre à l'Université des sciences de l'éducation, que serait devenu Albert Einstein s'il avait rencontré un instituteur comme vous? Albert Einstein était un exemple qui lui tenait à cœur, et elle l'utilisait dans la cause des enfants. J'appris plus tard, lors de mes recherches, que les bulletins de notes du grand homme que l'on qualifiait de cancre étaient très peu parlants car nous ne connaissons pas aujourd'hui le code utilisé à cette époque pour la notation. De nos jours, certaines écoles utilisent les lettres A, B, C, D ou les chiffres 1, 2, 3,4. Quelles sont les bonnes notes si nous ne savons pas à quoi correspondent ces chiffres et ces lettres? Il semblerait que les bulletins d'Albert Einstein, cancre bienheureux pour Françoise Dolto, donneraient des informations bien vagues sur les performances scolaires du grand savant. Serge Boimard disait qu'il avait reçu des critiques de toutes parts, mais qu'il avait également rencontré des psychologues et des inspecteurs de l'éducation nationale qui l'avaient fortement encouragé à travailler dans la voie qu'il avait choisie. Inventer un concept expose toujours à des critiques. C'est continuer à y croire et travailler avec force et courage qui est difficile. Et pourtant, c'est de cela dont les hommes ont besoin pour avancer dans leurs idées. D'autres questions me préoccupaient. Comment présenter la médiation culturelle aux parents, déjà tellement las des échecs répétés de leurs enfants? Comment expliquer à ces gens qu'en racontant des histoires, je pouvais aider leurs petits dans leurs apprentissages et permettre aux questions brûlantes et aux inquiétudes d'avoir droit de citer? Allait-on m'accuser de m'immiscer de trop dans la vie privée des enfants? Serge Boimard fit taire mes appréhensions par des arguments on ne peut plus convaincants. Il pensait que c'était en fait le contraire. Que l'on s'immisçait dans la vie des enfants quand on ne leur apportait pas de médiation, pour pouvoir parler autrement de leurs problèmes. Il ajoutait que les enseignants spécialisés étaient souvent pris entre deux courants, soit dire à l'enfant « tu sais c'est ton histoire personnelle, on ne peut pas en parler ici », et le faire taire, soit ouvrir la porte à ses fantasmes, à ses drames et le laisser s'exprimer librement. Cette dernière façon de faire pouvait être dangereuse car elle dénaturait le cadre pédagogique. La médiation culturelle donnait très justement des supports aux enfants, afin qu'ils puissent parler autrement de leur traumatisme. Les enseignants spécialisés le savent bien, il y a souvent un besoin récurrent chez l'enfant traumatisé de raconter son histoire. Les parents, me disait-il, ne sont pas idiots.
Il suffit de les recevoir et de leur expliquer que nous apportons des points d'appui à leurs enfants, pour les aider, pour leur permettre de parler de ce qui les préoccupe. De plus, ces points d'appui sont pris dans le champ culturel et cela fait partie d'un véritable travail pédagogique. Selon moi, rajouter Serge Boimard avec une pointe d'agacement, cela ne se discute même pas, c'est presque un postulat. Les propos que je tiens me paraissent simples, et pourtant ce sont des questions récurrentes que l'on me pose assez souvent. Les enfants de milieux socio-culturels favorisés m'intéressaient également. Quel impact avait sur eux la médiation culturelle ? Obtenait-on avec eux de meilleurs résultats qu'avec les autres enfants démunis culturellement et matériellement ? Je n'en savais rien car dès les premiers échecs, ils rejoignaient l'enseignement privé. Je posais la question à Serge Boimard qui travaillait avec certains d'entre eux. Statistiquement, ils étaient moins nombreux, me répondit-il, mais il ne fallait pas se voiler la face, ils existaient. C'étaient des enfants qui n'avaient pas les capacités psychiques pour supporter les contraintes qui allaient avec les apprentissages. Je vois des enfants particulièrement démunis qui ne parviennent pas à apprendre à lire et à écrire, et qui pourtant vont avoir leur bac. C'est des situations que je connais. Rajouta Serge Boimard. En fait, j'avais eu ma réponse. Quand le handicap culturel se mêlait au handicap matériel, il était bien difficile de rattraper le niveau scolaire. Il me semblait aussi que certains parents pouvaient être défaillants. Mais le terme apparaissait quelque peu grave aux yeux du psychopédagogue. Il le rectifia, et il m'expliqua ce concept fort et culpabilisant. Défaillance est un mot qui me paraît un peu grave. Cela ne veut pas dire maltraitance ou carence éducative. Il y a des parents qui n'arrivent pas à être des modèles d'identification, pour que leurs enfants entrent dans un cheminement habituel. C'est aussi simple que cela. Il y a des parents qui ne savent pas faire verbaliser leurs enfants. C'est cela que j'appelle la défaillance éducative. Ils ne peuvent pas être des points d'appui identificatoires pour les fonctionnements intellectuels, et ils ne parviennent pas à initier leurs enfants à l'épreuve légitime de la frustration. Et cela existe dans tous les milieux où on s'occupe d'éducation. Je sortis de cette rencontre avec quelques éléments qui allaient me permettre de pratiquer la médiation culturelle dans le cadre éducatif qui était le mien, soit en réseau d'aide spécialisée. Orlane, l'enfant du deuil. Orlane vient d'avoir 6 ans lorsque son enseignante de CP s'interroge à son sujet. Un bilan m'est demandé. Je reçois Orlane dans ma salle de travail un lundi matin. C'est une jolie petite fille, menue à la peau ambrée, originaire d'un pays d'Afrique. Je ne sais rien d'elle sinon qu'elle n'apprend pas. Ses grands yeux noirs me fixent avec angoisse. Je lui explique le travail d'évaluation que nous allons faire ensemble, mais cela ne la rassure pas. Mes questions, tirées du moniteur de l'évaluation des enfants en difficulté, plus communément appelé MDIAL dans le jargon pédagogique, la laissent totalement démunie, et par la même occasion moi aussi. Que faire devant cet enfant qui me fixe de ses grands yeux angoissés, et que j'effraie davantage par mes questions? Pourquoi apprend-on à lire? Que pourras-tu faire quand tu sauras lire? Est-ce que l'on t'a déjà raconté des histoires à la maison ou à l'école? Où achète-t-on un livre? As-tu déjà fréquenté une bibliothèque? Orlane ne dit rien. La peur est inscrite sur son visage. Ne voulant pas la brusquer, je la ramène dans sa classe. Les 2 jours qui suivent, je pense à Serge Boimard. Cet enfant a peur. Peur de quoi? De qui? Peut-être d'apprendre? Je ne dois pas me précipiter. Il me faut d'abord faire connaissance avec cette petite fille avant de penser à cette hypothèse. Je reviens la chercher quelques jours après. Sa maîtresse m'apprend qu'Orlane fond en larmes sans raison apparente, et ceci plusieurs fois lors du temps scolaire. J'entends. J'enregistre. Elle accepte de me donner la main, et de venir travailler avec moi. Elle est un peu plus ouverte et se prête davantage à l'évaluation puis brusquement son visage se ferme. Un rictus déforme sa jolie bouche d'enfant et elle éclate en sanglots. C'est un sanglot particulier, bruyant, envahissant, qui nous laisse toutes les deux perdues. Elle dans ses angoisses et sa tristesse, moi, confrontée une fois de plus à mes limites d'enseignante spécialisée qui ne sait quoi faire de ce matériel qu'elle m'apporte et que je sais déjà être du matériel. Il faut aider Orlane, cela ne fait aucun doute, mais les éléments de l'évaluation ne sont pas suffisamment parlants,
pour cibler ses difficultés. De plus, je me retrouve devant l'éternelle question, pauvre question que je me pose depuis près de 25 ans. Relève-t-elle d'une aide pédagogique spécialisée, d'une aide psychologique ou peut-être des deux? Mais pour lui apporter une aide psychologique, il me faut rencontrer les parents et obtenir leur accord. Je vais le faire certes, mais accepteront-ils? Cela est une autre question. C'est un samedi de novembre pluvieux, teinté de cette lumière blanche qui ne sied pas aux âmes sensibles. L'homme et la femme que je reçois dans mon bureau ce matin m'offrent un visage fermé, agressif. Je rassemble toute l'empathie dont je suis capable, car je sens bien que l'entretien familial que je vais conduire avec les parents d'Orlan s'annonce déjà difficile. Je pense au psychanalyste qui m'a formé, il y a quelques années, aux entretiens familiaux et tente de rechercher dans les méandres de ma mémoire les pièges auxquels il me faudra échapper durant cet entretien. Je propose 2 sièges aux parents de ma petite élève, et pour me donner une contenance, je vais chercher le dossier d'évaluation de l'enfant. La mère d'Orlan m'agresse ouvertement. Elle me traite de prétentieuse et m'accuse d'avoir commencé à travailler avec sa fille sans les en avoir informés, elle et son époux. Surprise, malgré la petite voix du formateur qui résonne dans ma tête, je me mets en colère et brandis l'autorisation de travailler avec sa fille, dûment signée et datée par les 2 parents. Devant tant de violence, je comprends tout à coup que toute cette colère ne m'est pas adressée. Je respire un bon coup et fais marcher le fameux contre-transfert que j'ai appris lors de mes cours de psychanalyse. Je la regarde gentiment et lui dis ces mots avec le plus de douceur possible. « Vous ne me connaissez pas, madame, votre colère ne m'est donc pas adressée, je comprends votre douleur. » Je marque un temps d'arrêt technique de l'école de Palo Alto, systémique, et je m'adresse au père. « Monsieur, voulez-vous me parler un peu d'Orlan, cela m'aiderait peut-être à la comprendre ?» Le père d'Orlan n'avait jusque-là rien dit. Mais je l'avais vu tapoter la main de son épouse avec tant de tendresse, que la douleur de ce couple parental m'était soudain apparue évidente. Alors, d'une voix forte, cet homme commença à raconter leur histoire qui peu à peu devint l'histoire d'Orlan. Nous avions 2 filles lorsque nous attendions Orlan. L'aînée avait 6 ans, et la Benjamine 2 ans et demi. Ma femme était enceinte de 8 mois, lorsque nous conduisîmes notre petite à l'hôpital pour une infection banale. L'infirmière de garde, ce jour-là, a injecté à notre enfant une dose de médicaments pour adultes. L'enfant est morte. Ma femme a fait une crise de nerfs qui a déclenché l'accouchement, et Orlan est né le lendemain de la mort de notre petite fille. À ce moment-là, le père d'Orlan éclate en sanglots. C'est dur un sanglot d'homme, surtout chez un homme qui ne veut pas pleurer. Mais il pleure. Les larmes déforment sa bouche d'homme mûr qui refuse de montrer son chagrin et ses sanglots sont aussi particuliers, aussi bruyants et aussi envahissants que ceux d'Orlan. Mon visage s'adoucit. Je ne suis plus qu'empathie. Orlan pleure comme son père. La professionnelle que je suis n'oublie pas qu'elle écoute cet homme pour aider sa fille à apprendre. Elle ne l'oublie jamais. Je lui tends un mouchoir en papier qu'il accepte avec humilité, toujours honteux d'avoir montré son chagrin. Ce monsieur est originaire d'Afrique. Dans sa culture, on ne pleure pas devant les femmes, cours d'ethnopsychiatrie, école de Toby Nathan. Je le laisse se ressaisir et tourne mon regard vers son épouse. Alors elle baisse les armes et raconte à son tour. Ils l'ont tuée, elle n'avait rien de grave. Ils se sont trompés dans le dosage du médicament. On a porté plainte et la procédure a duré 6 ans. L'infirmière a été condamnée comme une vulgaire délinquante. Jamais je n'oublierai. Jamais. Alors j'ai fait une dépression nerveuse et Orlan a ressenti tout cela. Ne me demandez plus jamais pourquoi ma fille pleure à l'école. Ma fille pleure tout le temps. Elle pleure à la maison. J'ai tout raconté à la maîtresse. C'est pourquoi j'étais en colère tout à l'heure. Elle aurait dû vous tenir au courant. Ce n'est pas humain de nous faire raconter notre histoire à chaque fois. Notez cette histoire et transmettez-la au directeur de l'école. Je ne veux plus en parler. Il faut que les maîtres et maîtresses à venir d'Orlan soient tenus au courant chaque année, je vous le demande. Je suis un peu déstabilisée. J'essaie de défendre ma collègue, liée au secret professionnel. Mais devant les regards douloureux de cette mère, je n'insiste pas. Je lui réponds que cela sera fait, et qu'elle n'aura plus à raconter son drame. Alors, elle se détend. Son mari me demande de l'excuser,
et m'expliquent que depuis la mort de leur enfant ils ne croient plus dans le service public. Je leur propose sans grand espoir de rencontrer la psychologue de l'école. Offre qu'ils déclinent violemment. Pas de psychologue. On veut bien que vous l'aidiez pour qu'elle devienne une bonne élève, mais il faut le faire avec douceur. On va vous signer la feuille d'autorisation d'aide pédagogique, mais on ne veut pas de psychologue, ni pour Orlan ni pour nous. À l'hôpital il y en avait une, elle nous a fait plus de mal encore. Alors pas de psychologue. Eh bien, il va me falloir accepter leur décision et travailler avec Orlan en suivant les conseils de Serge Boimard. Être celui qui déclenchera ce mouvement psychique qui doit récupérer cela, et faire ce travail autour des apprentissages, autour des contraintes liées aux apprentissages. C'est lui-même qui doit le faire. Il ne faut pas passer la main à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un transfert. C'est un lien qui s'établit. C'est ce lien qui va permettre que ce travail va pouvoir se faire en 2 étapes. C'est cette constitution de cette capacité psychique pour aborder les apprentissages, et en quelque sorte sa mise en œuvre qui doit se faire avec la même personne. Pour moi, si l'on passe la main à quelqu'un d'autre, les chances de perdition sont importantes. Il faut donner un espace de pensée à ces enfants, qui ont développé une phobie de suspension et de recherche. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont 2 séances de 45 minutes par semaine dans les réseaux d'aide spécialisés, et pendant 2 ans. C'est le parcours qui semble légitime pour obtenir un changement psychique. Que les enfants aient cela, et puis on en reparlera. Pour moi, à 2 fois par semaine pendant 2 ans on peut obtenir des résultats. Orlan sera donc la première enfant à bénéficier de la médiation culturelle dans le cadre pédagogique spécialisé, qu'il va me falloir construire. J'ai donc travaillé avec Orlan en suivant précisément la prescription de Serge Boimard. 2 ans, à raison de 2 fois par semaine, parcours légitime pour obtenir un changement psychique. Et surtout ne pas passer la main à quelqu'un d'autre car le risque de perdition nous guettait. Je n'étais pas très rassurée, et je ne savais pas quel livre choisir. Je cherchais des thèmes chauds. Je me suis adressée alors à une directrice d'école maternelle avec laquelle je travaillais, et qui avait une BCD, variée et d'excellente qualité. Je lui ai demandé de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.